Je veux vous dire que je suis très heureuse et honorée d'être invitée ce soir à parler dans cette école que j'admire beaucoup. Et je remercie son directeur, M. Lognaud, des paroles trop aimables qu'il vient de prononcer. La grande voix aujourd'hui, ce n'est pas la mienne, c'est celle de ceux-ci. Et plutôt que grande voix, je devrais dire grande image. Parce que ceux-ci ne faisaient jamais de discours public, n'a pour ainsi dire jamais écrit, mais en revanche, elle a laissé beaucoup d'images. Pourquoi ai-je choisi ce personnage? Pas du tout par une entente secrète avec Madame Elisef, qui est une vieille amie et a été ma condisciple de chinois au Langzhou. Quand j'ai proposé le sujet, je ne savais pas qu'elle devait parler et qu'elle devait parler de Pouilly. Mais je me réjouis qu'elle l'ait fait, parce que vous êtes maintenant tout à fait instruit sur les intrigues du palais à Pékin, sur les palinodies aussi parfois étranges de l'historiographie chinoise. Ceci est une toute autre figure que Pouilly, le dernier empereur. Avant d'aller plus loin, je vous dois une précision d'érudition. Mon titre est à vrai dire inexact. Ceci n'a jamais été impératrice, seulement impératrice douairière, et elle a reçu ce titre en 1861, à la mort de l'empereur Xianfeng, dont elle était alors la deuxième concubine. Et au moment où son fils unique, et aussi le fils de l'empereur défunt, devait succéder au trône. Elle a habilement manœuvré pour conserver ce titre de douairière jusqu'à sa mort, additionné d'une guirlande de qualificatifs officiels qui n'a cessé de s'allonger. Ceci, ce qui signifie bonheur tendre, n'est pas son prénom, mais c'est un épithète officiel qui lui a été décerné au moment de l'avènement au trône de son fils sous le nom de reine de Tongzhou en 1862. Mais comme la dénomination impératrice ceci était commune en Europe et qu'elle l'est devenue après sa mort en Chine, je l'ai gardée simplement par commodité. Ceci s'est trouvé à la tête de l'Empire chinois de 1861 à l'âge de 26 ans jusqu'à sa mort en 1908. D'abord auprès de son fils, l'empereur Tongzhou, puis auprès de son neveu, l'empereur Guangxu, qu'elle avait mis sur le trône pour pouvoir y rester elle-même. Au cours des 47 années de son règne, pendant près de 20 ans, l'Empire a été la proie de soulèvements qui n'étaient pas de simples émeutes fiscales ou contre la famine, mais une véritable guerre civile avec la création de pouvoirs rivaux, dont le royaume Taiping. Tout cela accompagné de révoltes ethniques chez les Miao dans le centre de la Chine, chez les musulmans dans le sud et dans tout l'ouest. Et les combats et la répression ont fait 50 millions de morts, dévasté toutes les provinces les plus prospères, et de 450 millions en 1850, la population est tombée à 400 millions en 1890, pour ne remonter qu'à 415 millions au moment de la Révolution de 1911. Durant la période du règne de ceux-ci, l'Empire a perdu de grands territoires. Sur la carte, la partie rose au nord avait été aliénée avant qu'elle n'arrive, elle n'est pas responsable. Mais tout ce qui est en rose sur l'ouest et dans le sud, et la Corée aussi, était auparavant des États dépendants de l'Empire, et ils ne le sont plus quant à sa mort. À peine les grandes insurrections sont-elles écrasées en 1879, grâce en partie au concours technique des étrangers, que les défaites militaires face aux puissances occidentales et au Japon livrent l'Empire à la rapacité étrangère. Les tentatives de redressement se heurtent à une résistance active parmi toutes les catégories de la population. Et dès 1911, une révolution républicaine renverse la dynastie mandchoue des Qing, mais aussi le régime bimillénaire de la monarchie impériale.
Quel rôle joua Cixi dans ces événements? Quelle furent son attitude, sa conduite face aux nouvelles circonstances? Quelle contribution personnelle a-t-elle apporté à l'émergence d'une Chine moderne? Le sort historiographique de cette souveraine est tout à fait étrange. La plupart des histoires générales de la Chine à cette période mentionnent à peine ceci. Pourtant, on a publié beaucoup de livres sur elle, mais aucune biographie approfondie appuyée sur une critique historique rigoureuse. Tout au long de sa vie, et presque sans répit après sa mort, ont couru sur elle de multiples fables populaires et savantes, en Chine comme à l'étranger. Elle a été honnie, surtout par les Chinois, comme femme de perdition, ignoble suppôt de la classe féodale, ou bien encensée par certains Chinois et Chinoises et par beaucoup d'auteurs anglo-saxons. Cette femme toute puissante, dans un univers entièrement dominé par les hommes, enveloppée par le mystère de la cité interdite, a excité les imaginations, et on ne compte pas les récits romancés, les films, les séries télévisées dont elle est l'héroïne. Cependant, depuis une quinzaine d'années, sous l'effet conjugué des révisions de l'histoire chinoise et des études de genre, des gender studies, Cixi devient une pionnière du pouvoir féminin, championne de la libération moderne de la femme, créatrice d'une refondation de la puissance chinoise. Cette historiographie nouvelle, grand public plutôt qu'érudite, m'a incité à me pencher sur la question de la personnalité et du rôle de Cixi, parce que l'image que donne cette historiographie récente ne correspondait pas du tout à ce qu'une longue fréquentation des sources de la période m'avait fait voir jusque-là sur cette femme. C'est le résultat de ce réexamen critique des sources dont on dispose que je soumets ce soir à vos esprits savants et perspicaces pour deux raisons. La première est l'attention que mérite une personne qui, sans grande légitimité, on le verra, a réussi à rester à la tête de la Chine beaucoup plus longtemps qu'aucun de ses dirigeants du 19e ou du 20e siècle. La seconde raison, c'est que le cas de Cixi est une illustration frappante des effets de l'histoire et de l'historiographie globale. J'évoquerai d'abord les sources dont on dispose pour apprécier sa personnalité et son action. Et je distinguerai ensuite 4 périodes dans sa vie: la conquête du pouvoir sur l'État jusqu'à la mort de son fils en janvier 1875, où l'on verra que le redressement du pays a été conduit à ce moment-là par son beau-frère, le prince Gong, et par un groupe de hauts fonctionnaires très capables. Puis le pouvoir personnel sans partage de 1875 à 1893, où Cixi fait prévaloir une politique d'immobilisme. Vient ensuite le pouvoir partagé de 1894 à septembre 1998, phase d'un début de réforme à l'instigation du jeune empereur Guangxu. Et enfin le pouvoir usurpé de septembre 1898 au 15 novembre 1908, sa mort, qui est la phase où, malgré les apparences, Cixi perd le contrôle de l'État et signe la chute de la dynastie et de la monarchie par le règlement de succession au trône qu'elle impose sur son lit de mort, après avoir pris soin, la veille, d'empoisonner l'empereur régnant. Voyons d'abord les sources écrites et l'iconographie. Cixi n'a laissé quasiment aucun écrit. Je reviendrai tout à l'heure sur son niveau d'instruction. Contrairement aux empereurs, elle ne lisait pas les mémoires au trône. Un empereur en recevait notamment en général 10 à 60 par jour, plutôt 10 que 60. Et elle n'annotait pas les mémoires.
Elle se faisait lire éventuellement quelques-uns par des eunuques, mais le plus souvent, c'étaient les membres du Grand Conseil, composés de 5 à 7 personnes, qui lui faisaient un résumé des mémoires arrivées à l'audience quotidienne qui avait lieu entre 3h et 5h du matin. Et ils arrivaient en proposant une réponse. Cette réponse pouvait être discutée en séance. Et si l'affaire était complexe, on demandait l'avis éventuel des grands secrétaires et des ministres concernés. Le Grand Conseil rédigeait les édits et les rescrits. En dehors de quelques calligraphies artistiques du caractère de la longévité ou du caractère du bonheur qu'elle aimait donner en cadeau à des personnages haut placés pour montrer sa faveur, le seul document de la main de ceux-ci que l'on possède est un édit très bref, d'une écriture assez médiocre, très mal rédigée, qui démettait le prince Gong, chef du Grand Conseil, de toutes ses fonctions en 1865. Et elle avait dû l'écrire parce qu'elle n'a trouvé personne pour écrire ce document. Quand elle avait des conversations ou des audiences avec les ministres et les fonctionnaires, il leur était strictement interdit par les règlements d'en prendre note ou de les retranscrire. Et les punitions étaient extrêmement sévères. On ne possède donc pas de compte-rendu régulier ou de minutes concernant sa pratique gouvernementale. Quelques hauts fonctionnaires ont cependant enfreint l'interdiction et noté dans certaines occasions, dans leur journal personnel, en rentrant chez eux, les propos que leur avaient tenus de ceux-ci. Mais le cas est rare. Le premier exemple conservé date de 1878. Elle est au pouvoir déjà depuis 18 ans. Il s'agit d'une audience accordée au ministre de Chine en Angleterre et en France qui allait partir pour Londres. Et tout ce qu'elle lui demande, c'est où se trouve l'Angleterre. Sur plus de la première moitié de sa vie, les seules sources sont des décrets et des édits qui consignent ses promotions et ses titres, et souvent avec des réécritures et des erreurs, parce qu'elle faisait corriger, elle trouvait que ce n'était pas suffisant, ou ce sont des décisions politiques qui sont en réalité le résultat d'un débat oral collectif avec des conseillers du trône, sans qu'on puisse savoir le plus souvent ce qui revient à l'initiative personnelle de ceux-ci. Pour la première période jusqu'au début des années 1890, il n'y a aucun témoignage direct sur sa vie privée à l'intérieur du palais. Et seuls les nobles ou les domestiques mandchous ou encore les eunuques auraient pu laisser quelque chose. Parce qu'aucun Han, aucun Chinois ethnique n'avait le droit d'entrer dans le périmètre privé de la famille impériale. Mais aucun ne l'a fait. Ce qu'on trouve dans les récits et anecdotes sur la vie personnelle de ceux-ci, avant ses 60 ans, c'est le résultat de quelques confidences invérifiables, livrées par l'entourage, mais c'est surtout le fruit de supputations ou d'imagination. Sur son comportement dans la vie officielle, sa manière de traiter son entourage, d'aborder les problèmes, de prendre des décisions sur ses idées politiques, il y a davantage d'observations directes laissées par les ministres et les hauts fonctionnaires qui travaillaient avec elle. Cependant, ces observations restent rares sur les premières années de son pouvoir. Elles deviennent plus nombreuses et d'origine plus variée à partir des années 1870. Une des sources les plus instructives est le journal de Hong Tong-He, qui fut depuis 1865 le précepteur de Tongzhou, puis de Guangxu, et qui présida plusieurs ministères, siégea à 2 reprises au Grand Conseil, jusqu'à ce que ceux-ci le fassent renvoyer en juin 1898. Les témoignages directs sur la vie quotidienne, le caractère, les propos, les goûts personnels de ceux-ci, ces récits sur elle-même, datent tous de la période postérieure à 1894, où ceux-ci résident le plus souvent au palais d'été qu'elle a fait restaurer,
et où le mode de vie est moins figé qu'à la cité interdite et la séparation entre l'espace officiel et l'espace privé est moins rigoureuse. La plupart de ces témoignages directs portent d'ailleurs sur les années postérieures à 1901, après la guerre des Boxers. Ils reflètent assez fortement le fait que ceci a cherché alors à prendre en main son image, d'abord auprès des étrangers, accessoirement aux yeux du peuple, en ayant parfaitement compris, bien que tardivement, l'importance de l'image publique du souverain et les moyens de fabriquer et de manipuler cette image. Il en résulte que c'est le portrait de la personnalité d'une vieille femme de 60 ans qu'on a projeté sur les années de jeunesse dont on savait peu de choses, et que de plus, ce portrait était une fiction habilement forgée et entretenue à tous les sens du terme, parce qu'elle payait les gens pour écrire, et par l'intéressée elle-même. Ces circonstances invitent donc à une grande prudence dans l'usage de ces documents plus intimes mais tardifs. Ces documents plus intimes appartiennent à 3 catégories. Une première catégorie de documents est constituée par le témoignage d'étrangers qui ont rencontré ceux-ci. C'est le 15 mai 1898 que ceux-ci a vu un étranger pour la première fois et lui a parlé. Il s'agissait du prince Henri de Prusse, le frère de Guillaume II, qui faisait un voyage autour du monde et avait demandé par le ministre de Chine à Berlin à saluer l'empereur Guangxu lors de son passage en Chine. Guangxu avait tout de suite accepté. Ceux-ci avaient dit qu'elle voulait voir aussi cet Allemand. Elle avait entendu dire que les Allemands étaient assez beaux. Et il y eut quelques problèmes de protocole parce qu'elle voulait qu'il reste debout en la voyant, et lui voulait bien s'agenouiller, mais ensuite il voulait être assis pour parler. Finalement, elle a vu le prince pendant 2 minutes. Ensuite, le prince a été conduit dans une pièce où il s'est assis, il a mangé des petits gâteaux et bu du thé. Ensuite, il est allé voir l'empereur, et l'empereur s'est levé pour aller l'accueillir, lui a serré la main, ce qui était inconcevable, et ensuite l'a ramené sur l'estrade pour s'asseoir et parler avec lui. Cette première a enhardi les esprits dans la communauté étrangère à Pékin. Et en décembre 1898, en apprenant que ceux-ci n'avaient jamais vu de femme étrangère et qu'aucune femme étrangère ne l'avait jamais vue, Madame Conger, épouse du nouveau ministre américain à Pékin, eut l'idée que les femmes des ministres, c'était les diplomates, il n'y avait aucun ambassadeur, ils étaient tous ministres, aillent souhaiter son anniversaire à ceux-ci. Avec ses 6 collègues alors présentes, l'allemande, la hollandaise, l'anglaise, la japonaise, la française et la russe, elle fit demander audience par le canal diplomatique. Le 13 décembre, toutes ces dames furent reçues par ceux-ci et Guangxu à la cité interdite. Après les révérences, ceux-ci serra la main de chacune, leur remit des cadeaux. Ensuite, elles eurent droit à une collation et un spectacle d'opéra. Elles rentrèrent comblées. Madame Conger ne tarissait pas d'éloges sur la simplicité, la grâce, la distinction de ceux-ci. Elle inonda l'Amérique de lettres enthousiastes et la presse d'interviews absolument étonnantes. Pour ceux-ci, ce show, juste après le coup d'État par lequel elle avait repris tout le pouvoir, révoqué les réformes initiées par l'empereur Guangxu, était destiné à montrer que Guangxu était vivant, bien traité, qu'elle-même était une souveraine affable, dans la pleine possession de ses moyens, et elle renouvela l'état d'âme après la guerre des Boxers, en associant même des femmes de missionnaires, alors qu'elle détestait les missionnaires, dans une politique d'apaisement et de relations publiques qui porta tous ses fruits dans le monde anglo-saxon.
Madame Conger, qui y participa une demi-douzaine de fois, publia ses lettres des recueils de souvenirs absolument émouvants. Et les récits de la missionnaire américaine Marianne Headland, qui était aussi de CT, furent incorporés au livre de son mari sur la cour de Pékin, qui sortit en 1909. Cette femme était médecin, elle était arrivée à Pékin en 1894, elle parlait bien le chinois, et elle soignait les nièces de ceux-ci et beaucoup de femmes de la noblesse mandchoue qu'elle avait longuement interrogées sur l'enfance de l'impératrice. Vous pouvez voir une photo de l'impératrice Cixi avec Madame Conger et Madame Headland à droite de Cixi, tout à fait à droite, et des femmes américaines, et une autre photo, un agrandissement, où on voit que Cixi tient la main, non, ou plutôt de Madame Conger, mais vous verrez qu'elle détourne le regard. En 1902, Cixi reçut un cadeau du tsar Nicolas II, un portrait de lui-même entouré de sa famille. Et elle en conçut l'idée de se faire peindre elle-même et de distribuer son portrait dans le monde. Pour cela, par l'intermédiaire de Madame Headland, elle fit appel en 1903 à une artiste américaine, Catherine Carl, qui resta près d'1 an au Palais d'été et exécuta plusieurs portraits, dont l'un fut présenté au pavillon chinois de l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904. Voici l'acheminement de ce portrait dans une grande caisse suivi d'un important cortège de mandarins, et voici le portrait, plusieurs vues du portrait. Celui-ci, c'est un cadre qui avait été que Cixi avait fait exécuter, et là il y en a encore un autre, et ça c'est le transfert du portrait à l'Institut, au Smithsonian Institute. L'année suivante, en 1905, elle a fait venir un peintre hollandais qui s'appelait Hubert de Vos pour la portraiturer ici. Voilà, ça c'est le portrait par Hubert de Vos. Encore une autre version. Il y en a maintenant une version en Amérique et une version au Palais d'été à Pékin. Voilà un détail. Mais vous verrez qu'elle n'a aucune ride. En même temps, Cixi se faisait photographier. Il donnait sa photo à la terre entière. Elle l'a donnée au Crown Prince, qui était en visite en 1904, au président Theodore Roosevelt la même année. Voilà la photo. Et la photo, c'est une carte postale qu'on faisait à l'époque, c'était rehaussé à la peinture. Les premières photos qu'on avait prises d'elle dataient de 1898. C'était un photographe japonais. Mais elles ont été brûlées dans les déprédations commises par les Anglais et les Français pendant les Boxers. Outre les photos d'apparat, ceux-ci se faisaient prendre par son photographe dans des scènes de genre. Par exemple, là, voilà, à son miroir, un détail, son miroir comme on faisait à l'époque, ou bien en train de jouer la comédie, la voilà déguisée en... Ah non, là c'est avec ses eunuques, elle est dans sa chaise. Et la voilà déguisée en Avalokitesvara, dans un spectacle d'opéra bouddhique, et voilà un détail où elle représente la compassion. Ou alors, pendant l'hiver, elle ne craint pas la neige, elle se promène avec ses eunuques dans le parc. Non, ça c'est après. Et ces cartes postales sont tirées dans le commerce et vendues. En 1905, Madame Carl, qui l'avait peinte, publia un livre de souvenirs très hagiographique, qui comporte d'ailleurs beaucoup d'erreurs factuelles.
Mais dans la série des souvenirs occidentaux romancés, les plus sensationnels sont les livres d'Edmund Backhouse, qui était un aventurier anglais homosexuel, sorti d'une très bonne famille, échoué à Pékin en 1898 parce qu'il avait causé tant de scandales en Angleterre qu'on l'avait envoyé dans cette ville. Il était très doué pour les langues, il avait rapidement appris le chinois et le mongol, et faute d'obtenir un poste aux douanes impériales, il était devenu l'assistant du correspondant du Times à Pékin et traduisait la presse chinoise et les multiples rumeurs qui couraient à Pékin. En 1903, on l'avait recruté pour enseigner le droit et l'anglais à l'université de Pékin. Il était employé aussi comme interprète à la légation britannique. En 1910, il publia avec un journaliste anglais China under the Empress Dowager et en 1914 Annals and Memoirs of the Court of Peking. Ces deux ouvrages furent traduits dans toutes les langues. Ils étaient à la gloire de Cixi, connurent un immense succès, une énorme diffusion en Chine à l'étranger, avant que toutes les affabulations et invraisemblances qu'ils contenaient ne soient disséquées assez tardivement par un sinologue hollandais en 1940. Mais l'imagination de Backhouse ne s'était pas arrêtée là. Jusqu'à la fin de sa vie, en 1944, il répandait dans Pékin des histoires sulfureuses. Et ses mémoires, publiées en 2011 seulement, sous le titre qu'il avait choisi « Décadence mandchoue », racontent, avec un luxe de détails pornographiques incroyable, ses amours avec Oscar Wilde, Verlaine, Rimbaud, Sarah Bernhardt, Tolstoï, toutes sortes de personnalités politiques anglaises de premier plan, et surtout l'impératrice Cixi, folle de ce sémillant jeune Britannique. Bien qu'il ait paru en 1976 une biographie très fouillée de Backhouse, démontrant qu'il avait été toute sa vie un escroc névrosé, ses mémoires ont eu un grand succès, ont été traduits partout, notamment en Chine, où on les cite souvent, et leur éditeur faisait l'an dernier une tournée de conférences en Chine pour expliquer que tout ce qu'écrivait Backhouse était vrai et que les sinologues occidentaux qui le critiquaient ne comprenaient rien à la culture chinoise. Une deuxième catégorie de documents sur l'intimité de Cixi est constituée par les récits publiés par des Mandchous en fonction à la cour de son temps. Dans ce genre, le témoignage le plus riche est le livre publié en anglais par Yu Deling, qui se faisait appeler princesse d'Erling, mais elle n'était pas princesse, 2 ans dans la cité interdite, paru à New York en 1911, suivi par beaucoup d'autres récits. Yu Deling était la fille d'un noble mandchou, Yu Geng, et de sa seconde femme, une métisse sino-américaine. Yu Geng avait été ministre de Chine à Tokyo, puis à Paris, et ses enfants avaient reçu une éducation occidentale et parlaient très bien l'anglais, le japonais et le français. Au retour de Paris, au début de 1903, Yu Geng reçut l'ordre d'envoyer sa femme et ses 2 filles au palais pour une audience avec Cixi. Cixi garda les 2 filles, Deling et sa sœur Zhongling, comme dames de la cour, elles avaient 18-20 ans, attachées à son service pour lui servir d'interprète et de conseillère dans ses relations avec les étrangères. Ces 2 filles montrèrent des photos à Cixi et c'est leur frère Sun Ling qui prit la série de photos que je vous ai montrées. Et sur cette photo-là, vous voyez au centre Cixi, à droite c'est Zhongling, à gauche c'est Deling et derrière, tout à fait à gauche, c'est la mère sino-américaine. Les 2 sœurs quittèrent le palais en 1905 à cause de la maladie et de la mort de leur père. Deling épousa en 1907 le vice-consul américain à Shanghai et son récit très vivant
rapporte beaucoup de conversations avec ceux-ci, ses confidences. Il décrit en détail sa vie quotidienne, les personnes de son entourage, le cérémonial qui règle la vie de chacun à la cour. C'est un récit très hagiographique. Les souvenirs de sa sœur Zhongling, que j'ai rencontrée à Pékin en 1966, étaient nettement moins idylliques. La troisième catégorie de documents intimes consiste en témoignages oraux d'eunuques ou de servantes du palais, également de membres de la famille impériale, mais ils ont été recueillis et publiés parfois très tardivement. Par exemple, récemment, un arrière-petit-neveu de ceux-ci, né en 1951, a raconté ses souvenirs qui ont été publiés par un journaliste en 2007. Enfin, la distance est telle qu'il y a vraiment peu de choses qui puissent être tout à fait vraies. Il est certain que le caractère de ceux-ci était marqué par plusieurs traits que l'on retrouve chez elle tout au long de sa vie. La volonté, la détermination, le sang-froid, une intelligence rapide et calculatrice, l'esprit de décision, le sens de l'autorité, le goût des plaisirs et du luxe, et une aptitude à jouer de son charme. Mais sa personnalité a évolué au gré des circonstances et de l'expérience acquise. Et aussi son rôle dans le système d'État. On ne peut donc pas projeter sur la petite concubine ou la jeune veuve toutes les tares et les manipulations de la vieille douairière, ni non plus glorifier trop tôt cette personne des mérites d'un pouvoir qu'elle ne possédait pas encore. Il faut pratiquer, je pense, une critique rigoureuse des sources et surtout suivre avec soin la chronologie. La première étape de la carrière de souveraine de ceux-ci, c'est la conquête du pouvoir sur l'État de 1861 à 1875. Qui est la jeune femme qui devient impératrice douairière en août 1861 aux côtés de l'épouse en titre de la vraie impératrice Sehan? C'est une gracieuse beauté, peu instruite, très enjôleuse et résolue à survivre, non pas en menant l'existence obscure et monotone que doivent avoir les anciennes concubines impériales dans un recoin du palais, mais elle veut avoir un rôle de prestige en voyant du monde, en recevant des hommages, en jouissant de pouvoir et d'avantages personnels incontestés. On sait peu de choses sur l'enfance de ceux-ci et sa jeunesse avant son entrée au palais en mars 1852 comme concubine de 6e rang, à 16 ans, alors que Sehan, qui a 2 ans de moins, est choisie tout de suite comme impératrice. Une tradition prétend que ceux-ci étaient en réalité Han et qu'elle était née dans une famille de paysans pauvres dans la province du Shanxi. À 3 ans, orpheline de mère, son père l'avait vendue à une famille d'un village voisin qui l'avait éduquée, mais cette famille réduite à la misère l'avait revendue à 11 ans comme servante à un fonctionnaire mandchou, et ce fonctionnaire mandchou l'avait envoyée à la place de sa propre fille à la sélection du palais, où on choisissait à la fois les servantes, les concubines et l'impératrice éventuellement, tous les 3 ans, et qui était destinée à maintenir la pureté de la race mandchoue. Cette version, transmise localement dans les villages depuis plusieurs générations, est connue ailleurs, et elle est, entre guillemets, corroborée par une 50aine de preuves qui ont été réunis depuis 30 ans par des érudits locaux. Je vous en dirai plus. Enfin, par exemple, que ceux-ci aimaient la cuisine de cet endroit, qu'elle n'est jamais retournée voir sa mère, ou presque jamais, etc. Des choses de ce genre-là. La version de la propre famille de ceux-ci, c'est qu'elle est née à Pékin et qu'elle n'a jamais quitté la ville. Ce qui est sûr, c'est qu'à son entrée au palais en mars 1852, elle est enregistrée comme de la bannière de Yehenala. Vous savez que les Mandchous étaient divisés en bannières, c'était des organisations familiales.
Et cette bannière de Yehenala a déjà fourni plusieurs épouses impériales, dont la grand-mère du fameux empereur Kangxi. Le père de ceux-ci était un fonctionnaire de rang moyen qui mourut en 1853 comme intendant de circuit en Anhui. La famille avait été très éprouvée en 1847 par l'emprisonnement du grand-père, condamné à payer la somme due par l'arrière-grand-père, qui était déjà mort, pour compenser un trou de 10 millions de taels, ça représentait le quart du revenu annuel, découvert en 1843 au Trésor, où l'arrière-grand-père avait été employé après 1810. La famille devait donc payer 20 000 taels. Et ceux-ci auraient manifesté alors son sang-froid au milieu d'une famille éplorée, en disant qu'il fallait vendre les biens, mobiliser les amis, les relations pour emprunter l'argent nécessaire et obtenir le plus vite possible la libération du grand-père, ce qui permettrait à son père d'obtenir à nouveau un poste et de refaire une fortune. C'est la période des difficultés matérielles où ceux-ci, prétendaient-elles, allaient elles-mêmes faire les courses au marché. Le grand-père fut libéré en 1849 et s'occupa un peu de l'éducation de sa petite-fille. Ceux-ci savaient lire et écrire en entrant au palais, mais elle n'avait pas du tout une culture poussée comme en avaient certaines jeunes Mandchous. Elle était douée pour la peinture, qu'elle avait étudiée avec une artiste Han, pour laquelle elle obtint, d'une faveur inouïe, l'autorisation de venir continuer ses leçons au palais. Et ceux-ci peignaient des fleurs, plus rarement elle calligraphiait quelques caractères. Elle aimait et elle connaissait bien l'opéra. Sa première étape dans la conquête du pouvoir, c'est de capter l'attention de l'empereur. Elle n'est qu'au 6e rang des concubines. Elle y aurait réussi en chantant dans une grotte près de son lieu de promenade préféré. Elle l'attache par sa grâce, sa gaieté, mais aussi par sa capacité à lui lire les piles de mémoire qui l'ennuient. Pour cela, elle prend des leçons de lecture avec des eunuques instruits. À partir de 1855, en effet, l'empereur Xianfeng, découragé par les difficultés, c'est le plein de la révolte des Taiping, lui qui avait été très zélé à la tâche au début de son règne, renonce et il laisse faire. Et Su Shun et d'autres jeunes nobles mandchous deviennent ses favoris et prennent de l'influence. Ceux-ci, à l'époque, est incapable d'annoter les mémoires à la place de l'empereur. C'est les secrétaires qui font ça. Elle émet des opinions, mais ces opinions n'ont pas de poids et ne sont pas suivies. Par exemple, en 1858, elle voudrait qu'on continue les combats contre les Anglais et les Français qui ont engagé la deuxième guerre de l'opium, mais le gouvernement traite avec eux. En 1860, elle voudrait que Xianfeng reste à Pékin, malgré l'arrivée des troupes franco-anglaises, mais il part se réfugier aux confins de la Mongolie, dans le palais de Zhehe. Dans cet apprentissage auprès de Xianfeng, ceci a acquis surtout une connaissance du personnel et des procédures qui lui servira plus tard. Mais son plus grand acquis dans ces années, c'est d'avoir mis au monde un héritier du trône le 27 avril 1856. Cela ne lui assure pas la fidélité de l'empereur, qui accorde ses faveurs à toutes sortes de bandes de beauté qu'on lui fait venir du sud. Cependant, ceci est promu quand même concubine de deuxième rang en 1857, et sa mère reçoit alors une nouvelle maison où ceci va lui rendre une visite. C'est la seule visite qu'elle a fait à sa famille de toute sa vie. Les caprices et les infidélités de Xianfeng poussent ceux-ci à se rapprocher alors de l'impératrice en titre, Sehan, qui est d'ailleurs beaucoup plus maternelle qu'elle-même envers son fils. Au moment de sa mort, le 23 août 1861, l'empereur Xianfeng est à Zhehe, en Mongolie, avec sa famille, une partie du Grand Conseil, ses ministres favoris et les officiers du palais.
Le reste du gouvernement est resté à Pékin avec son jeune frère, le prince Gong, qui est chargé de négocier et de signer la paix avec les étrangers. La paix est signée dès le 24-25 octobre 1860, mais depuis, l'empereur a refusé de rentrer à Pékin. Sur son lit de mort, Xianfeng règle la succession en essayant de maintenir un équilibre. Son fils, âgé de 5 ans, l'enfant de Cixi, lui succède au trône. Le gouvernement doit être exercé par un conseil de 8 dignitaires, dont Su Shun, son favori et ses anciens favoris, mais pour être valide, tout édit doit être revêtu de 2 sceaux. L'un est remis à l'impératrice Sehan et l'autre au jeune empereur et en fait à sa mère, Cixi. Le système est destiné à protéger les intérêts de l'héritier contre toute usurpation. Mais le système est rapidement renversé par le jeu des factions qui déchirent la cour. Le Conseil des 8 est honni par de nombreux hauts fonctionnaires Han de Pékin qui reprochent à Su Shun d'avoir fait liquider pour corruption 200 hauts fonctionnaires et qui redoutent évidemment qu'il récidive. Les princes de la famille impériale, surtout les frères de Xianfeng, craignent pour la vie de l'héritier et la ligne de succession. Le prince Gong se précipite donc à Zhehe au prétexte d'organiser le retour du cercueil de l'empereur à Pékin. Il trouve les impératrices prêtes à coopérer à un coup de main à cause des avanies que leur fait subir Su Shun et de leur inquiétude sur ses intentions. Il est donc combiné que Gong regagne aussitôt Pékin pour tout préparer, que les impératrices et l'héritier partent en avant et que Su Shun et ses acolytes accompagnent le cercueil à un rythme plus lent. Lorsque Su Shun et ses amis arrivent à Pékin le 2 novembre 1861, ils sont accueillis par un édit qui les prive de toutes leurs fonctions. Ils sont condamnés à des peines diverses, exécution, suicide, obligé, exil. La purge touche une trentaine d'individus seulement, ce qui paraît très clément en comparaison des pratiques de Su Shun, et crée donc un préjugé favorable, notamment dans le haut mandarinat provincial Han, qui était ferme partisan de Su Shun, contre le mandarinat de Pékin. Le 3 novembre 1861, un autre édit organise la régence des 2 impératrices douairières et la formule employée est qu'elles écoutent la politique derrière le rideau, avec le prince Gong comme prince conseiller et également comme chef du Grand Conseil. Le 11 novembre a lieu le rite d'accession au trône et on annonce que la nouvelle ère, qui commence le 19 février 1862, portera le nom de Tongzhe, ce qui veut dire gouvernement ensemble. Beaucoup d'ouvrages prétendent que ce coup d'État avait été entièrement manigancé par ceux-ci et lui donnait plein pouvoir. C'est tout à fait inexact. Il est l'œuvre d'une coalition de 2 factions à la cour. D'une part, des princes du clan impérial avec certains hauts fonctionnaires civils et militaires mandchous et mongols. D'autre part, certains grands mandarins Han. Ceci en a profité, mais ne l'a pas organisé ni suscité. Le scénario a été imaginé et exécuté par Wen Xiang, qui était un grand conseiller mandchou très capable, et le prince Gong. Dans le nouveau dispositif, c'est Gong qui exerce réellement le pouvoir. Mais la formule des douairières qui écoutent la politique derrière le rideau, ce qui signifie qu'elles assistent aux délibérations derrière une grille en bois ornée d'un rideau jaune et qu'elles peuvent donc intervenir dans le contenu des décisions. Cette formule a été exhumée par la faction des grands mandarins Han pour limiter la toute-puissance du prince Gong, en pensant
qu'il leur serait facile de flatter, de circonvenir les jeunes femmes qui n'y entendaient rien, de manière à contrecarrer des décisions qu'ils jugeraient fâcheuses. En fait, toute la politique de redressement du pays jusqu'à la fin de 1874, ce qu'on a appelé la restauration de l'ère Tongzhou, et qui met fin aux grandes insurrections qui avaient dévasté les 3/4 de l'Empire pendant un quart de siècle, cette politique qui engage aussi un début de modernisation économique et culturelle, cette politique est menée par le prince Gong et un groupe de hauts fonctionnaires très capables à Pékin et en province. Ceux-ci n'y est absolument pour rien. Durant les premières années, ceci est beaucoup plus friande du détail des intrigues de la cour que ce Han. Mais elle laisse faire, elle ne manifeste pas d'idée sur la politique à suivre. Et lorsqu'elle intervient son propre chef, ses initiatives ont un effet catastrophique. Par exemple, elle ne tarde pas à s'irriter de la désinvolture du prince Gong à son égard. Elle se croit assez forte en avril 1865 pour le dépouiller de toutes ses fonctions par un édit qu'elle a rédigé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais les princes impériaux et les hauts dignitaires protestent aussitôt que Gong a sauvé la dynastie et ceci est obligé de battre en retraite et de se contenter de lui retirer le titre de prince conseiller. Pour Gong, qui a dû écrire une lettre de repentance, ça existait déjà à cette époque-là, et pour la cour, c'est une leçon. Cela déstabilise le consensus de base qui avait prévalu jusque-là et cela relance la méfiance et l'intrigue. Peu après, en 1867, pour une réforme capitale, ceci refuse son appui à Gong par mesquinerie, à courte vue. Gong avait proposé d'instaurer un enseignement des sciences au Collège des langues étrangères à Pékin et d'y admettre non pas des très jeunes gens comme pour l'apprentissage des langues, mais des lettrés titulaires des grades des examens et des fonctionnaires en poste. Cette annonce, approuvée d'abord, ça a passé comme une lettre à la poste, avait aussitôt provoqué un extraordinaire afflux de candidatures. Du coup, un haut dignitaire mongol, enfin vraiment mongol, qui était un lettré très respecté, qui présidait l'examen du doctorat, présenta un mémoire qui dénonçait la mesure comme une tentative ignoble d'asservir les Chinois aux étrangers. Il répandit des tracts et des affiches en ce sens dans Pékin, si bien que les candidats se retiraient par crainte de compromettre leur réputation, d'être collés éventuellement à l'examen du doctorat et de compromettre aussi leur carrière. Gong chercha un compromis en suggérant que ce dignitaire propose des professeurs chinois de sciences. Celui-ci avoua qu'il n'en connaissait pas, pourtant il y en avait. Au lieu de soutenir l'initiative de Gong, ceux-ci, qui craignit tout d'un coup de le voir jouir du soutien des jeunes lettrés et des jeunes fonctionnaires, préféra supprimer le programme. Et l'année suivante, Gong essaya de revenir à la charge, mais il ne put obtenir que quelques cours de sciences pour les élèves de langue. Donc pour des considérations purement personnelles de jalousie, ceci a fait échouer la modernisation efficace et méthodique de la formation intellectuelle des lettrés et du personnel politique, ce qui aurait permis à la Chine probablement de faire la même chose que le Meiji au Japon. L'influence de ceci fut également catastrophique sur l'éducation de son fils. Pour flatter les vieux mandarins Han de la cour, elle fit appel à des sommités littéraires très âgées, absolument incapables d'intéresser et d'instruire un gamin de 5 ans. Donc je pris les études en horreur, au point que son ignorance, il ne savait même pas lire suffisamment,
obligea sa mère à retarder le moment de sa prise de pouvoir personnel qui n'eut lieu qu'en février 1873. La mère était du reste très contente de rester un peu plus longtemps au premier rang de l'État. Elle s'ingénia de même à empoisonner la vie personnelle de son fils pour empêcher qu'une autre influence que la sienne, sa femme en particulier, n'y soit prépondérante. Cela conduisit Tongzhe à chercher ses plaisirs ailleurs et à succomber à la variole contractée dans les bordels de Pékin. Après avoir en vain essayé de reconstruire le palais d'été pour éloigner sa mère, et avoir réussi quand même, avec l'aide de Tzuan et de mandarin Han, à faire exécuter une des âmes damnées de sa mère, son eunuque préféré, Andehai. Ceci a pleuré la mort de son fils, mais dès décembre 1874, elle avait repris la régence derrière le rideau avec Tzuan, car Tongzhe n'était plus en mesure de vaquer aux affaires. Depuis une dizaine d'années déjà, par une politique de mariages arrangés et souvent forcés, par des faveurs diverses, elle avait pris en main le réseau du clan impérial et de l'aristocratie mandchoue qui aurait pu mettre en échec ces arrangements dynastiques. Et le jour même du décès de son fils, le 12 janvier 1875, contrairement aux avis des Mandchous qui lui étaient donnés, ceci a imposé à Tzuan de proclamer héritier du trône son neveu à elle, ceci, âgé de 3 ans, fils de sa jeune sœur et d'un frère de l'empereur Xianfeng. Et elle annonça que les deux douairières reprenaient seules la régence. Comme le nouvel empereur était de la même génération que le précédent, l'épouse de Tongzhe ne pouvait prétendre à devenir douairière. Elle se suicida. Il fut révélé plus tard qu'elle attendait un enfant et que son père lui avait refusé toute aide. Le nouveau règne prit le nom de Guangxu, continuation de l'éclat. Débute alors pour ceux-ci le moment du pouvoir personnel sans partage, de 1875 à 1893. Ceci, à 39 ans, elle a évité pour de bon d'être reléguée au fond du palais. Elle aime le pouvoir, surtout ce frémissement de triomphe que donne l'exercice du pouvoir. Et désormais, elle ne tient son pouvoir que d'elle-même, non de son statut de veuve ou de mère, sans prince conseiller, sans régent pour la contrôler. Bien plus, c'est d'elle que l'empereur tient son pouvoir. Elle a fait le petit empereur, alors que plusieurs princes adultes auraient pu monter sur le trône. Mais elle avait su fomenter les divisions au sein du clan impérial pour qu'il ne puisse pas se liguer contre son choix. Et dans le règlement de régence, il est prévu que les édits peuvent émaner des douairières et non pas seulement de l'empereur, ce qui est incroyable. C'est la possibilité d'agir sans procédure normale et sans consultation. Une certaine émotion a éclaté pourtant en 1879 lorsqu'un censeur s'est suicidé parce que Tongzhe n'avait personne pour sacrifier à ses mânes selon les rites. Tous les dignitaires alors se sont affairés à régler le problème et on a déclaré que Guangxu rendrait les sacrifices à la fois à Xianfeng et à Tongzhe et que quand il aurait un fils, c'est lui qui rendrait les sacrifices filiaux à Tongzhe. Quant à Tzuan, qui continuait à faire de l'ombre parce qu'elle gardait le premier rang selon le protocole, elle meurt subitement en avril 1881, sans doute empoisonnée. Les factions des grands mandarins Han se taisent ou prêtent appui verbal aux intrigues dynastiques de ceux-ci, parce qu'elles pensent pouvoir manœuvrer une femme coquette, anxieuse d'être adulée. Pourtant, ce n'est pas un personnage féminin que ceux-ci endossent désormais. Curieusement, elle s'attache à se masculiniser. Elle oblige le petit Guangxu à l'appeler grand-père chéri et non pas grand-mère.
Elle veut avoir avec lui des relations différentes de celles qu'elle avait avec Tongzhou, lui imposer la révérence envers la toute-puissance d'un aïeul. Elle le terrifie et ils n'ont aucune intimité. C'est à partir de cette époque aussi qu'on appelle Cixi vieux Bouddha parmi la domesticité et le peuple. Au palais, elle est un père et honorée comme telle. Elle se donne le rôle de chef et patriarche du clan impérial. Et il faut dire que c'est essentiel pour conserver le monopole du trône. Dans l'exercice du gouvernement, Cixi n'agit que par les nominations. C'est la seule question qui l'intéresse. Elle peuple le Grand Conseil de personnages très conservateurs et joue les rivalités entre les uns et les autres. Dans la gestion des affaires de l'Empire, il n'y a pas d'initiative, on part à l'événement. Les grandes entreprises lancées dans la décennie précédente sont toutes laissées en veilleuse. Après la mort de Seran en 1881, ceux-ci encouragent de jeunes fonctionnaires à critiquer les dignitaires en place les plus capables et les plus prestigieux au nom d'une orthodoxie confucéenne, un peu comme aujourd'hui. On a appelé ceci le Parti pur et ce réseau de dénonciateurs. Ce nom se réfère à un usage antique qui permettait aux échelons inférieurs de la bureaucratie de signaler à l'empereur les abus des grands. C'est une manière pour ceux-ci de préparer un remaniement. Et en effet, elle évince les derniers freins à son pouvoir en chassant définitivement le prince Gong du Grand Conseil en avril 1884 à la faveur de la guerre franco-chinoise. Elle chasse en même temps les autres membres qui lui faisaient ombrage et elle renouvelle la composition. Elle place au Grand Conseil des hommes médiocres, timides, serviles, conservateurs et plusieurs issus du clan impérial, alors que selon la règle, il ne devait pas y en avoir, sauf en cas de régence. Et à la tête, il y a le prince Li. À la tête du Zhongyuan, qui est l'organe qui gère la politique étrangère et toutes les questions de modernisation, elle nomme le prince Qing, un personnage très intrigant, corrompu, sans grande vision, qui reste en place jusqu'en 1911. En même temps, elle déclare que les mémoires de remontrance, critiques et dénonciations ne sont plus admis. L'avertissement est renouvelé avec sévérité en janvier 1885. La liberté de parole des fonctionnaires, ce qu'on appelle en chinois le chemin de la parole, qui est un mot qu'on emploie encore aujourd'hui du temps de Xi Jinping, est désormais interdit. Il faut noter que ce n'est pas que ceux-ci soient incapables de reconnaître les hommes de talent. On lui propose par exemple d'employer Gosonta, qui a été en Angleterre en 1878, elle dit oui, il est très bien, mais je n'en veux pas. Elle préfère des gens médiocres. Elle préfère pratiquer l'immobilisme. Et ce sont 20 années perdues qui ont coûté très cher à la Chine. Comme pour Tongzhou, ceux-ci tardent à remettre le pouvoir à Guangxu. Elle annonce en juillet 1886 qu'elle va le faire, mais le père de Guangxu la supplie de continuer la régence, ce dont elle avait bien envie. En février 1887 a lieu le rite d'accession au pouvoir personnel. Mais ceci doit continuer à assister le souverain tant qu'il n'est pas marié. Et puis elle est bien obligée de le marier. Et alors elle force Guangxu à épouser sa propre nièce, qu'il trouve épouvantable. Le mariage est célébré en février 1889 et le grand rite d'accession au pouvoir personnel a lieu le 4 mars 1889. Ceci s'installe alors au palais d'été qui a été réparé, mais garde entière la décision sur les nominations et son avis est sollicité pour toutes les affaires difficiles. Durant tous les préalables de la guerre sino-japonaise de 1894, c'est elle qui décide. Cependant, Guangxu, lui aussi, est partisan de la guerre. Pendant le cours des opérations, ceux-ci
hésite sans cesse. Elle est surtout soucieuse de la célébration de son jubilé, prévu en novembre 1894, qu'elle voudrait plus brillant que celui de Victoria. Or, le coup de la guerre et la débâcle militaire chinoise risquent d'anéantir son programme de grandeur. Sous la pression générale, elle finit par renoncer aux cérémonies en dehors du palais, mais pas à celles à l'intérieur du palais et surtout pas aux cadeaux que chacun doit lui donner. En décembre 1894, c'est elle qui rappelle le prince Gong, mais la présence du prince, qui alors est âgé, amoindri par l'opium, n'a plus aucun effet. D'ailleurs, il meurt en mai 1898. À partir de la signature du traité de Shimonoseki avec le Japon, en avril 1895, c'est en réalité une période de pouvoir partagé qui s'instaure entre Ceci et Guangxu. Ceci réalise la nécessité de changer les pratiques politiques. Elle reconnaît les services qu'ont rendus l'initiative et les propositions de nombreux jeunes fonctionnaires pendant la crise de la guerre. Elle perçoit l'ébranlement causé par la défaite, et puis le fait qu'on n'a plus d'argent surtout. Elle ne fait pas d'opposition à toutes les mesures prises alors par Guangxu pour réorganiser l'armée, créer des écoles, développer la presse, l'édition, la traduction, lancer des entreprises modernes, envoyer des étudiants à l'étranger, créer de nouveaux organismes de développement local et des banques. En janvier 1898, elle a posé à Guangxu la condition que les réformes ne devaient rien enlever aux Mandchous. Et pendant toute la période des 100 jours, pendant l'été 1898, où les mesures transforment les institutions politiques, elle est constamment informée, fréquemment consultée par Guangxu et ne manifeste pas de divergence. Mais elle ne suggère rien elle-même. Il ne semble pas qu'elle ait été capable d'un vrai dialogue sur la situation d'ensemble avec son neveu ou avec quiconque. Voici le neveu. Pourquoi met-elle brusquement fin à la réforme des 100 jours le 21 septembre 1898 en annonçant qu'elle reprend la tutelle de la politique, à vrai dire la direction? Pourquoi enferme-t-elle Guangxu dans un pavillon à la cité interdite à partir du 8 octobre en le prétendant malade? Ces événements qui inaugurent la dernière période de sa domination, celle d'un pouvoir usurpé au détriment de l'empereur légitime, ces événements ont fait l'objet de très nombreux commentaires, supputations, études. Le travail le plus approfondi est celui de Mao Haidian, qui est fondé sur les archives du palais et qui a été publié en 2005, suivi par d'autres livres où cet historien démontre tous les mensonges contenus dans les écrits du réformiste Kang Youwei, sur lequel s'appuient la plupart des auteurs pour cette époque. Ceci a été assailli par les récriminations de fonctionnaires et de Mandchous lésés par les suppressions de postes et les innovations. Ce qui la détermine à revenir à Pékin du palais d'été où elle était, c'est l'entretien que Guangxu doit avoir avec l'ancien premier ministre japonais Ito Hirobumi le 20 septembre 1898 en raison du protocole adopté par Guangxu qui veut parler seul à seul avec Ito et surtout de la rumeur selon laquelle Guangxu demanderait à Ito de conseiller la cour, ce qui présage l'instauration très prochaine d'un régime constitutionnel qui ferait fi de ceci. Ceci est informé de ces faits par une lettre secrète d'un censeur le 18 septembre au soir au palais d'été, alors que Guangxu vient de la quitter. Le 19 aux aurores, elle se précipite à Pékin. En arrivant, elle invective Guangxu publiquement pour son absence de piété filiale.
Elle assiste derrière le rideau en l'entretien avec Ito, qui est évidemment tout à fait banal, mais sans avoir voulu annuler cet entretien par crainte d'un incident diplomatique. Et le lendemain, 21 septembre, elle proclame qu'elle reprend en main la politique. Désormais, aux audiences, les mandarins s'agenouilleront devant elle et non devant l'empereur et ne s'adresseront qu'à elle. Ce qui motive son action, c'est l'idée que sa position personnelle est en jeu, qu'on va jeter par-dessus bord la piété filiale et le respect des ancêtres qui assoient son autorité. Et quand le 7 septembre, Guangxu avait destitué des Mandchous haut placés pour leur substituer de jeunes réformistes Han, ce qui allait contre les conventions entre eux, et qu'il avait refusé de revenir sur sa décision, elle l'avait laissé faire. Elle n'était pas concernée, en fait. Et aussi, c'est plusieurs jours après le coup d'État qu'elle est avertie, non pas par Yuan Shikai, comme on l'a souvent dit, mais par le prince Qing, qu'un complot militaire avait été tramé par les réformistes pour la supprimer et que l'empereur y serait impliqué. Et elle le croit, malgré les dénégations de Guangxu, et c'est alors qu'elle le fait enfermer. Dès lors, jusqu'à sa mort, Cixi exerce un pouvoir en réalité usurpé. Elle poursuit sans relâche Kang Youhui et ses amis réformistes, mais elle ne révoque pas toutes les mesures des 100 jours. Celles sur les écoles sont maintenues, la suppression des offices inutiles aussi, et les mesures de soutien au développement économique de même. On déclare qu'il faut continuer à réformer. Et ceux-ci s'entourent alors de conseillers mandchous des plus conservateurs. Elle met en route la désignation d'un prince héritier en 1899, ce qui est très mal vu par l'opinion lettrée et officielle Han, sans compter celle des étrangers qui refusent de le reconnaître. Elle est alors obligée d'accepter la visite d'un médecin français pour vérifier que Guangxu est encore vivant. Toute sa politique dans ces 2 années creuse le fossé entre Han et Mandchou et détermine l'élite Han à penser qu'il faut évincer la dynastie étrangère. Ce sont ces Mandchous. Quand commence la crise des boxeurs, ceux-ci croient aveuglément les Mandchous qui l'entourent et les documents forgés qu'ils lui soumettent sur les exigences étrangères. Elle renvoie même le prince Qing qui conseillait la prudence. Et elle met le prince Duan, qui est le père du prince héritier, à la tête du bureau des affaires étrangères, en juin 1900. Elle intime le silence à Guangxu, qui lui aussi demande la prudence et nie le pouvoir magique des boxeurs. Ceci a une superstition maladive et elle est persuadée de la puissance des boxeurs. Elle les fait enseigner au palais, la boxe sacrée. C'est dans ces circonstances qu'elle déclare la guerre aux puissances le 21 juin 1900. Elle ignore et méprise les étrangers, même s'il a une certaine curiosité pour les gadgets venus de l'Occident. Elle n'a aucune connaissance systématique et méthodique sur les pays étrangers. Elle ne lit rien. Elle agit au sentiment, à l'instinct, sur la base d'informations fragmentaires. Dans le règlement de la guerre des boxeurs et la négociation du protocole de 1901, c'est la haute bureaucratie chinoise qui a sauvé ceci. D'abord, ils l'ont fait par ce qu'on a appelé la défense mutuelle du Sud-Est. En effet, les gouverneurs des provinces du centre et du sud se sont ligués pour prétendre que le trône n'agissait pas de son propre chef et qu'il était sous l'emprise de comploteurs. Ils ont négocié directement avec les puissances étrangères pour exclure toutes ces régions de l'état de guerre en maintenant eux-mêmes l'ordre et la paix. Ensuite, ils ont plaidé auprès des puissances pour le maintien du trône. À leurs yeux, il était essentiel de préserver l'unité politique. Or, le trône, à ce moment-là, était la clé de cette unité, la clé de voûte de cette unité.
Il y avait aussi de leur part un certain loyalisme personnel envers ceux-ci qui avaient veillé à leur avancement. Et par exemple, Zhang Zedong, le vice-roi qui régnait à Wuhan, fait dire secrètement à ceux-ci de révoquer le prince héritier qu'elle avait nommé pour calmer les griefs des gouvernements étrangers. Et tout de suite, elle le fait en janvier 1901. Mais quand ceux-ci annoncent à grand renfort d'édits, à la fin de 1900, au début de 1901, qu'elle veut réformer le pays et sollicite des propositions de tout le monde, le même Zhang Zedong fait sonder l'entourage de l'impératrice pour savoir si son intention est vraiment sincère. Et c'est seulement sur des assurances réitérées de plusieurs sources qu'il prend contact avec 14 gouverneurs et gouverneurs généraux pour adresser des propositions collectives. La réforme ou la rénovation politique qui est appliquée dans les 8 dernières années de la vie de ceux-ci et qui a accéléré à tout point de vue la transformation de la Chine est entièrement l'œuvre du mandarinat, pas de ceux-ci. Ceux-ci acceptent, promulguent ce qu'on lui propose. Les insuffisances, les incohérences sont le résultat de la crainte des mandarins réformateurs de voir refuser des mesures plus systématiques ou plus radicales. C'est aussi le résultat d'un certain manque de coordination entre les acteurs, de leur transfert d'une fonction à l'autre et de l'insuffisance des équipes de relais aux échelons inférieurs. Mais une intense activité s'est développée, un esprit d'innovation, un pragmatisme efficace, très rare aux époques antérieures. En juillet 1905 est tout de suite acceptée l'idée d'envoyer une mission d'études à l'étranger pour préparer le texte d'une constitution. Et la mission part en décembre, revient 6 mois plus tard, et dans les textes qui sont mis au point dès novembre 1906, on transforme la structure du gouvernement central. Ceux-ci acceptent tout, sauf la suppression du Grand Conseil et du Grand Secrétariat, parce qu'elle trouve commode ces organes pour centraliser et coordonner la gestion des affaires. Elle veut garder autour d'elle sa petite clique dévouée qu'elle manipule. En revanche, elle ne met aucun obstacle à la refonte de la structure du gouvernement local et aux réformes juridiques. En 1907-1908, elle éprouve beaucoup de difficultés à résister aux pressions politiques. Dans les réunions avec ses conseillers, elle est souvent aux abois, elle fond en larmes en disant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Elle s'accroche malgré tout à maintenir l'intégrité du pouvoir suprême qu'elle détient et elle y réussit. Le 17 août 1908 sont promulgués les décrets sur l'élection du Parlement et l'annonce d'une période de 9 ans pour la préparation au gouvernement constitutionnel. La Constitution est promulguée en septembre 1908 avec l'édit sur les élections aux assemblées provinciales pour l'année suivante. Mais cette législation ne porte aucune atteinte aux prérogatives personnelles de ceux-ci. Comme je l'ai dit au début de l'exposé, dans ces dernières années, ceux-ci s'est attaché subitement à son image internationale. Elle déclare à Dölling qu'elle a très envie d'essayer tous les objets nouveaux venus de l'étranger. Et elle s'intéresse alors aux parfums, à la mode parisienne. Elle commande des bijoux chez Tiffany à New York. Elle regarde des magazines, elle se fait même lire quelques livres. Mais quand Yuan Shikai lui offre une superbe auto en 1902, en expliquant qu'elle a une puissance de 10 chevaux, elle s'exclame. Elle court tellement vite, il faut sûrement prévoir beaucoup de foin pour la nourrir. Elle aime aussi à répéter qu'elle est bien supérieure à Victoria et à se présenter en championne du féminisme. Ces opérations de communication ont un écho certain dans le monde anglo-saxon et allemand, et même dans les pays latins. Il faut souligner que ceci a créé dans ces années le modèle de l'image du chef d'État chinois moderne à l'usage de la propagande extérieure. Un modèle qui n'existait pas auparavant et qui a été emprunté par ses successeurs.
de Yuan Shikai, Chiang Kai-shek, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, jusqu'à Xi Jinping aujourd'hui, c'est tous le même modèle. La source, c'est la reine Victoria, vieillissante, dont Cixi cherchait frénétiquement à imiter l'image extérieure. Et ce personnage est empreint de majesté, de dignité, d'une parfaite courtoisie, plutôt affable, mais sans goût ou curiosité littéraire et artistique manifeste. Cependant, cette image n'a eu quasiment aucun effet en Chine même. Les dernières années du règne de Cixi sont l'époque, parmi la jeunesse instruite, d'une vague de diabolisation de l'impératrice ou de dégoût total pour un système d'autorité et de cérémonial qui paraît archaïque et avilissant. Une dernière interrogation pèse sur la fin du règne de Cixi. C'est l'étrange mort de Guangxu le 14 novembre, la veille du décès de Cixi, et le règlement de la succession. Des recherches effectuées sur le cadavre de Guangxu en 2009 ont montré qu'il avait bien été empoisonné. La seule explication possible est que c'est sur l'ordre de Cixi. Pour monter sur le trône, Cixi désigne Puyi, qui n'avait pas encore 3 ans, alors qu'il y avait d'autres choix possibles. L'avantage de Puyi, c'est qu'il permet à Longyu, la nièce de Cixi, et l'épouse détestée de Guangxu, que Cixi n'aimait pas beaucoup non plus, de devenir impératrice douairière. C'est donc encore le clan Yerenala qui est sur le trône. Puyi, appartenant à la génération suivante, pouvait rendre les sacrifices exigés par la piété filiale aux mânes de Guangxu et à celle de Tongzhou. La mère de Puyi était la fille de Zhonglu, que Cixi aimait beaucoup, un officier mandchou. Et elle avait arrangé le mariage avec Zaifeng, qui devenait régent à 25 ans et qui était le demi-frère de l'empereur Guangxu et le fils d'un frère cadet de l'empereur Xianfeng. Les édits de succession sont promulgués le 14 novembre, jour de la mort de Cixi, jour de la mort de Guangxu, mais dès le 13, Puyi était entré au palais pour y être éduqué. Cette décision de Cixi sur la succession donne au trône un contour très incertain, incapable de rallier l'opinion des élites et le soutien actif de l'administration. La nouvelle douairière et le régent n'ont aucune expérience, aucun prestige. Ce vide au sommet de l'État favorise évidemment l'effondrement très rapide du régime. En conclusion, on peut soutenir que la longévité de Cixi et son habileté manipulatrice ont prolongé la survie de la dynastie, mais elles ont sûrement abrégé les jours du régime monarchique et précipité le pays dans une révolution politique précoce, sans base économique, sans base sociale ni même culturelle. Cixi a beaucoup contribué à préserver et développer l'opéra chinois, dont elle était amateur éclairé. Et elle l'a fait aimer dans la bonne société à Pékin. Et c'est peut-être son seul apport véritable à l'empire finissant, avec la construction du nouveau palais d'été et la réfection de Zhongnanhai à la cité interdite, c'est-à-dire la partie occidentale de la cité interdite, où résident aujourd'hui les hauts dirigeants chinois. En politique, dans l'économie, la société, elle ne laisse rien d'autre. Elle n'a même pas su incarner une nouvelle figure du patriotisme ou du nationalisme de la Chine face aux puissances étrangères. A-t-elle eu un pouvoir qu'elle n'a pas su utiliser, ou bien n'avait-elle aucun pouvoir réel, sauf celui de martyriser son entourage immédiat, les servantes, les eunuques, la noblesse mandchoue qui était admise à la cour? Personnellement, j'estime
qu'elle a disposé à partir de 1875 d'un très grand pouvoir. Mais elle n'avait aucune véritable imagination politique. Elle n'a jamais exprimé aucun grand dessein pour le pays. Pas la moindre idée, pas la moindre perspective. Elle ne lisait pas, elle ne cherchait pas à connaître, à s'instruire, sauf, bien sûr, des petits secrets pour manipuler les individus les uns contre les autres. J'estime qu'elle n'a jamais songé qu'à elle-même. Et qu'elle a été, je crois, une grande catastrophe pour la Chine. Et dans la galerie des souveraines ou des femmes politiques, à mon avis, elle reste un personnage de très petite envergure. Pardon d'avoir été un peu longue. Merci Madame pour le portrait contrasté de cet étrange personnage, à la fois ambitieux, intelligent, limité, peu cultivé, sans hauteur de vue. Et j'ai pas dit qu'elle était très cruelle. Hein. Elle avait dans sa poche un fouet et elle a fait mourir par des supplices épouvantables des quantités de jeunes. C'est peut-être ça le secret de sa réussite, puisqu'il a quand même duré pratiquement un demi-siècle. Non, mais non, elle arrangeait les hommes. Et finalement, c'est ça les arrangeait. Le malheureux empereur Guangxu, il avait été bien éduqué par son précepteur, mais son précepteur était un homme trop traditionnel. Il ne lui a pas appris que pour tenir le pouvoir, il faut quand même un peu manœuvrer. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il fallait avoir les grands fonctionnaires de la province. Et les grands fonctionnaires de la province, ils étaient habitués à ceci. Et ils avaient des espions dans le palais, ils savaient qu'un jour elle avait envie de chaussures vertes, elle adorait les souliers. Et ils envoyaient les plus jolies chaussures vertes qui soient, ou c'était des amis. Et il y avait ce rapport-là. Et c'est extravagant, mais dans l'histoire européenne, il y a des phénomènes du même genre. L'histoire européenne, aucune femme n'a duré aussi longtemps. Oui. Sauf Victoria, le modèle. Oui, sauf Victoria. Mais ça, elle avait une fixation sur Victoria. Mais ce qui est très curieux, c'est que vraiment, si vous regardez même les photographies, les images, c'est ce transfert, parce qu'elle était à cette époque-là, c'était très globalisé avant la guerre de 14, surtout entre souverains. Et donc elle a transféré cette image occidentale, et ensuite c'était ça qu'il y avait là, enfin il y avait une tradition, on avait l'habitude, on prenait une photo, on se mettait en uniforme, etc. et tout. Et ils ont tous continué. De même que le protocole aujourd'hui, dans les grandes cérémonies officielles, c'est le même que le protocole impérial. Il y a un héros, pareil, qui vous dit ce que vous devez faire. Non, il y a des continuités qui sont absolument surprenantes. La parole est à la salle. Oui. Oui. Bonjour et encore merci pour cet exposé qui était superbe, je me suis vraiment régalée. Je voulais tout simplement savoir comment elle était décédée, si elle était décédée de sa belle mort ou alors si elle a eu quelque part... quelqu'un qui l'avait empoisonnée. Ah non. Là, elle est vraiment morte de sa belle mort. Je ne sais plus ce qu'elle avait, mais enfin, elle était quand même vieille hein, à ce moment-là. Non, elle est morte de sa belle mort. Mais elle était malade, si vous voulez, avant Guangxu. Et alors sa terreur, c'était de mourir avant lui. Donc c'est pour ça qu'elle l'a empoisonné. Parce que beaucoup de gens espéraient que Guangxu reprendrait le pouvoir. C'était au fond un espèce de rêve fou qu'avaient beaucoup de gens. Parce que quand il avait été évincé, il y avait eu un mouvement populaire pour le remettre en place et chasser de ceci. Donc il y avait des gens qui espéraient ça.
Et elle l'a fait, elle savait très bien. Donc elle l'a empoisonné de manière à ce qu'il meure avant elle. À 48 heures après. Ah oui, oui, mais si vous voulez, il est mort le 14. Hein, donc elle avait donné le poison, mais elle avait déjà fait venir Pouilly. Alors que normalement, Pouilly, l'héritier, ne devait venir qu'après la mort de l'empereur, parce que la succession, c'était pas elle, c'était l'empereur. Il fallait que l'empereur meure pour qu'il y ait un successeur. Mais comme elle se voyait mourir, si c'est pas possible que ce soit Guangxu qui reste, et donc elle l'a fait mourir de manière à mettre un petit quelqu'un d'autre, et que ça soit son clan, parce qu'il y a une histoire de clan aussi. Mais et cette princesse Zhongling, la sœur de Deling que j'ai connue en 66, avec qui j'ai parlé de tout ça, elle m'a dit, en réalité, elle a mis les plus idiots sur le trône. Ils étaient déjà un peu dégénérés, hein. Mais alors elle a mis vraiment les plus idiots, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient plus intelligents, plus ouverts, ils étaient très figés sur leurs privilèges. Mais c'est un peu comme au moment de la Révolution française. Enfin, à la cour, il y avait des gens qui étaient... Oui. Comment expliquer son peu d'empressement à revenir à la cour à Pékin à la fin du règlement des boxeurs? Son peu d'empressement à revenir à Pékin, oui. Elle avait terriblement peur d'être humiliée. C'était quand même elle qui avait décidé de déclarer la guerre. Hein. Et elle avait très peur parce qu'il y avait toutes sortes de bruits. En Chine, c'est un pays où il y a des bruits, des rumeurs, tout le temps, partout. Donc elle avait peur d'être humiliée par les étrangers, d'être tuée, assassinée. En fait, elle avait peur d'être assassinée. C'est pour ça qu'elle est partie à Xi'an. Ou même d'être assassinée par des Chinois. Parce qu'il y en avait beaucoup qui voulaient l'assassiner. Il y a eu plusieurs projets pour la liquider et pour permettre à Guangxu de monter sur le trône. Donc, elle voulait être absolument assurée. Et elle n'est revenue que quand elle a eu toutes les certitudes et que les étrangers lui ont fait... Bon, elle avait un train spécial pour revenir. On a fait... il y a des photos absolument extraordinaires de ce retour. Elle faisait peur aux gens. Elle était... elle impressionnait. Il y a des gens comme ça qui sont... Les vieux mandarins, ils étaient un peu subjugués, mais il y a des phénomènes, aussi des phénomènes qu'on connaît dans tous les pays. Oui. Oui, j'étais frappé dans votre exposé par le début de votre exposé, parce que lorsque elle accepte de recevoir des Occidentaux et puis aussi des femmes occidentales, c'est 1898. Oui. Est-ce que, bon, parce que c'est aussi une... Ça paraît incroyable. Mais disons que c'est aussi l'année où l'Angleterre obtient un agrandissement en quelque sorte de son emprise, son monde, puisqu'ils ont à ce moment-là le fameux bail de 99 ans. C'est aussi l'année où la France obtient beaucoup d'avantages dans les provinces du sud de la Chine. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de manipulation quelque part? Est-ce qu'elle n'a pas été influencée pour, en quelque sorte, provoquer une sorte d'évolution, une plus grande, disons... non, c'est pas elle. C'est pas elle, c'est Guangxu qui a fait ça. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle était sur la ligne, on ne voit pas les étrangers. Hein. C'est la ligne, on ne s'abaisse pas devant les étrangers. On ne les voit pas, ils ne méritent pas de me voir.
Hein. En plus, je suis une femme, donc normalement, des hommes ne devraient pas me voir. Enfin, il y avait ça aussi, que c'était pas conforme au rite, il faudrait qu'ils arrivent les yeux bandés, ou à peu près. Bon. Donc, elle était sur cette ligne-là pour maintenir la dignité, si vous voulez. Les idées sur le prestige de la Chine, ça subsistait encore. Il y avait encore des tas de gens qui étaient dans cette idée-là. Et c'est, au contraire, c'est Guangxu qui a secoué le cocotier en disant, mais si, on le voit. Et alors, elle était en réalité, comme les femmes sont souvent curieuses, hein, elle aimait bien les petits trucs neufs. Les choses bizarres, hein, les parfums, et des jouets, elle aimait les jouets. Hein. Et donc, Guangxu a dit, si, on le reçoit, et elle s'est dit, ah bah tiens, elle avait entendu dire, parce qu'il y avait toutes sortes de rumeurs dessus, par les femmes, les nièces, il y avait toute une série de femmes à la cour qui racontaient qu'ils sortaient quand même du palais, qui voyaient d'autres choses en dehors du palais, et qui avaient dit, les officiers allemands sont pas mal. Et elle voulait, et puis il était jeune, donc elle était déjà un peu vieille, elle aimait bien les messieurs plus jeunes, et elle a trouvé que c'était une bonne occasion, puis c'était bien, c'était le frère d'un empereur, ça pouvait aller. Mais il faut vous dire que quand même au Japon, où il y avait des traditions qui étaient tout à fait pareilles, puisqu'elles étaient copiées de la Chine, mais l'empereur Mutsuhito, il a commencé en 1868 à recevoir des étrangers, et à recevoir les... Alors, ça paraissait tout à fait étonnant que la cour de Chine soit fermée. Et ça, Guangxu trouvait que c'était complètement idiot. Donc là, si vous voulez, c'est pas elle, c'est Guangxu. Et dans l'idée de Guangxu, effectivement, il y a l'idée qu'il faut nouer des rapports humains avec les gens pour essayer de tenir et avoir une situation diplomatique moins difficile, parce que ça devenait absolument impossible. Et il y avait beaucoup d'éléments qui tenaient à la question des dignités, à la question des rapports généraux, pas simplement... Alors, malgré tout, elle a tiré une sorte de leçon un peu médiocre, dans la mesure où, une fois qu'elle a tout fait enfermer Guangxu et que la réforme des 100 jours a été mise de côté, elle a fait venir des gens pour montrer qu'il était toujours plus ou moins en bonne santé. Non, après, elle a laissé faire complètement. Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a eu une mobilisation de la haute bureaucratie pour essayer de sortir le pays du marasme. Et les 10 années avant la révolution de 1911 ont été une transformation extraordinaire, mais c'est exactement... si vous voulez, par rapport à ce qu'a connu la Chine, par exemple, dans les années 90, entre 90 et 2000, sous Deng Xiaoping, c'est du même ordre. C'est un dynamisme extraordinaire et qui vient de partout, mais là, il y avait, dans la bureaucratie, il y avait des gens qui ne voulaient pas bouger, mais il y en avait qui voulaient bouger et qui ont vraiment poussé le mouvement, et ils ont créé des structures qui ont construit un État moderne quand même. C'est resté après, même après la Révolution. De même que à la fin de l'Ancien Régime en France, il y avait eu quand même beaucoup de réformes qui, par exemple dans l'administration des finances, etc., il y a des choses qui sont restées malgré la Révolution, l'Empire, etc. Il y a des continuités historiques. J'ai deux petites questions à vous poser. La première est plutôt sur la boutade. Vous nous faites un superbe exposé, extrêmement détaillé, fruit de mois, si ce n'est d'années. D'un travail absolument. Vous êtes d'une connaissance intime de la vieille.
Pour conclure, oui. Dans le fond, c'est une personne de très petite envergure. Oui. Y a-t-il pas quelque chose de frustrant à la fin d'une si longue recherche, si fouillée, de devoir faire cette conclusion? En général, la plupart des collègues s'arrangent pour trouver ce qu'il y a de remarquable. Non. Il y a des petits ratés, mais dans le fond, c'était comme... Non, je veux dire... Votre honnêteté est absolument... Non, mais je veux dire, ce qui m'énerve le plus, c'est que les gender studies se servent de cette femme. Hein? Parce que franchement, elle ne fait pas honneur à la gent féminine. Hein. Mais parce que c'est du point de vue politique. Alors on prétend qu'elle avait des idées politiques, mais elle n'en avait aucune. C'est effrayant. Enfin, il n'y a pas un propos d'elle en disant il faudrait que la Chine se développe de cette façon-là. Non, rien. Alors ça, bon, je veux bien qu'on fasse des gender studies, mais il ne faut pas prendre n'importe qui quand même. Je sais ma question avait rapport avec les gender studies, effectivement qui vont avoir des difficultés avec le pouvoir et les femmes à la cour de Chine d'une façon générale. Hein. Oui. Ne parlons pas d'exceptions comme Wu Zetian, mais sinon des autres. Ah oui, Wu Zetian, mais si vous voulez, c'est deux mondes entre Wu Zetian et ceci. Hein? Ou quand vous pensez à Catherine II, quand même, c'est autre chose. Bon, pour la moralité, c'est probablement du même ordre. Mais enfin, pour le rôle politique, c'est autre chose. Oui. Oui, je veux dire, les gender studies vont avoir du mal avec les impératrices chinoises hein, pour vraiment obtenir des résultats tout à fait satisfaisants par rapport aux espoirs qu'ils peuvent nourrir. Parce que l'impératrice, alors ça rejoint une question. Si ceci a eu ce pouvoir, est-ce qu'il n'y avait pas dans le fond, peut-être deux raisons. La première, c'est qu'elle n'était pas impératrice, mais impératrice douairière. Oui. Justement, parce qu'au début, vous nous dites, mais elle n'était pas impératrice, elle n'était que impératrice douairière. Mais est-ce que c'est justement pas parce qu'elle était impératrice douairière que ça lui a donné un ascendant qui pouvait lui permettre d'asseoir son pouvoir? Mais l'impératrice douairière, me semble-t-il, ayant souvent un peu plus... Non, vous avez tout à fait raison. Parce qu'une impératrice... Elle est impératrice tant que son mari vit, donc ça veut dire qu'il y a un empereur. Et c'est l'empereur qui tient le pouvoir. Elle peut lui donner des conseils, elle peut être une femme intrigante qui recommande un tel, etc. Mais c'est pas elle qui tient vraiment le pouvoir, elle n'est pas là dans les délibérations. Et effectivement, c'est le fait d'être douairière, donc ça veut dire qu'il n'y a plus, qu'il n'y a pas d'empereur, hein. Enfin pendant un certain temps, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas le pouvoir masculin qui lui permette d'exercer ça. Mais c'était, si vous voulez, les factions, mon interprétation, est vraiment, j'ai regardé le détail la manière dont intervenaient les grands mandarins chinois de la cour, enfin les Han. Hein. Les Han, à la cour, ils ne voulaient pas que les Mandchous aient trop de pouvoir. Parce que si les Mandchous avaient trop de pouvoir, eux n'en avaient plus, bien sûr. Donc, leur idée, c'est, avec une femme, c'est beaucoup mieux qu'un souverain masculin. Parce qu'elle a des caprices. Et ils la connaissaient bien, ils savaient bien qu'elle était influençable. Hein, et qu'on pouvait lui dire un tel a dit du mal sur vous. Alors aussitôt, c'était fait. Donc ils pensaient la manipuler. Et à la vérité, ça aboutit à cet immobilisme. Ils ont perdu vraiment 20 ans parce que ils auraient pu faire des tas de choses. Mais le rôle de douairière, ça c'est vrai, c'est important.
Alors dans Le Dernier Empereur, la première scène, c'est les souvenirs sont bons. On fait dire à l'impératrice douairière, il ne faut jamais confier le pouvoir à une femme. C'est ce qu'elle dit sur son lit de mort, au milieu de tortues qui barbotent. Oui, mais alors ça, c'est pas authentique. Hein. Ça correspond au fond de votre pensée, d'une certaine façon. Non, parce que il y a eu beaucoup de cas en histoire où les femmes ont rendu de grands services, et elles ont été très, très, très remarquables. Elles ont, mais celle-là, non. Non, mais c'est vraiment une réputation. Non, et l'idée maintenant qu'elle est utilisée par toute une littérature sur ce qui est vraiment chinois, parce qu'évidemment elle est vraiment chinoise, enfin elle est mandchoue, mais elle représente. Et alors l'idée qu'on puisse l'utiliser pour dire que c'est d'elle que part la modernisation de la Chine, mais je trouve ça une honte scandaleuse. C'est pas elle qui l'a fait, c'est les autres, pas elle. Mais ce qui est très surprenant, c'est que Madame Elisseyev l'autre jour a tracé exactement le même portrait de Pouilly. Un homme oui, mais Pouilly, oui, mais Pouilly, on n'a jamais pensé qu'il était intelligent et qu'il était capable. Non, ça, le malheureux, on n'a jamais pensé une minute. Tandis qu'elle, si. Si vous voulez, cette littérature en anglais, mais en français aussi, hein, il y en a beaucoup. Mais en anglais, c'est incroyable ce qu'on a écrit sur elle. Et en chinois aussi. Et puis aussi, alors d'autres choses épouvantables, parce qu'on racontait c'était une. Elle avait tous les vices. Tous les eunuques, que tout le palais défilait dans son lit. Il y avait ça aussi. Hein. Et même dans les rapports de la légation de France en 1880, au moment où elle a assassiné, semble-t-il, Tzuan, je suis tombée sur un rapport de la légation de France qui racontait, qui disait qu'il courait des bruits dans Pékin, enfin, il savait de bonnes sources qu'on avait convoqué au palais impérial des quantités de nourrices et que le bruit courait, que ceux-ci avaient mis au monde un enfant et donc il fallait le nourrir. Et que cela contrastait, elle avait disparu, semble-t-il, du circuit pendant un certain temps comme étant très malade. Et ça, c'est vrai qu'elle a été malade assez longtemps parce que c'était très bien enregistré il y avait les archives médicales des empereurs, c'était très bien fait. Et effectivement, elle était malade. Et donc, on racontait qu'elle avait un bébé. Et puis, tout d'un coup, coup de théâtre, c'est l'autre impératrice qui meurt alors qu'elle était en très bonne santé. Et en réalité, je pense que les nourrices, c'était pas forcément pour une naissance illégitime, mais on considérait que le lait féminin était très bon pour redonner de la santé. Enfin, et quand Li Hongzhang, le grand ministre, a fait un grand tour en Europe en 1898, toute l'Europe était scandalisée parce qu'il prenait avec lui des nourrices et il buvait du lait de femme tout le long du trajet. Et alors, on n'était pas habitué à ça. Et je pense que l'histoire des nourrices de la légation de France en 1880, c'est ça, c'était simplement un remède pour un remontant. Donc, les histoires sulfureuses, etc., c'était très difficile d'avoir l'intimité dans le palais. Non, je pense qu'elle s'ennuyait épouvantablement. Et que tous ces gens de la cour
étaient morts d'ennui et que c'est pour ça qu'ils étaient très méchants les uns avec les autres. Ils sortaient pas, ils n'avaient pas le droit de sortir. Oui, je suppose que vous avez lu « La vallée des roses » de Lucien Baudard. Oui. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensez, enfin, de la vie romancée de Cixi vue par Lucien Baudard. Non, mais, il a repris toute une série de choses qui traînent partout. Non, vous pouvez le prendre comme distraction. Hein, et aussi comme exemple de ce qui traînait, parce que en fait il a sorti une partie des, je sais pas, des confidences de son père ou je sais pas comment, de ce qui traînait en Chine dans les années 20-30 sur les turpitudes du palais. Mais il y a eu la même chose sur Versailles. Hein. Pensez à tout ce qu'on a écrit sur Marie-Antoinette. Non, c'est les fabrications de mythes autour des personnages de la monarchie et les fabrications d'images. Ça, c'est assez curieux, ça. Encore une question? Non, c'est pas vraiment une question, c'est un peu une remarque. Oui. On demande beaucoup à Cixi, mais somme toute, elle est aussi victime. Parce qu'elle est rentrée très très jeune au palais, elle ne connaissait rien, elle n'en est quasiment jamais sortie, et on lui demande d'être un grand chef d'État international. Donc ça me semble un peu difficile quand même. Non, mais votre remarque est tout à fait juste. Non, elle n'a pas été victime, hein, parce qu'elle s'en est bien tirée quand même. Hein. Elle s'en est bien tirée. Non, elle s'en est bien tirée. Non, ce que je trouve dommage, c'est que elle était quand même pas bête, hein, et que elle aurait pu faire des choses. C'est ça, elle aurait pu faire des choses. Non, elle aurait pu faire des choses, elle aurait pu... au lieu de penser tout le temps, est-ce que je vais rester ou est-ce que je ne vais pas rester, hein, elle aurait pu se projeter en avant un peu. Elle avait autour d'elle quand même, il y avait des gens très intelligents. Elle n'était pas... si vous voulez, elle manque... ils s'ennuyaient dans le palais, oui, quand ils étaient uniquement entre manchots. Mais enfin, tous les jours, elle avait quand même des échanges avec les grands dignitaires Han et des manchots très intelligents. Et elle recevait des papiers. Et si elle voulait voir les gens, elle pouvait les convoquer en disant « Venez m'expliquer telle affaire. Hein ». C'est ce que faisaient les empereurs avant elle. C'est ce que faisait Guangxu. Hein. Et là... Vraiment, elle a été comme ça, en fait, très très étroite. Même Tsuhan, l'impératrice, dont on dit toujours qu'elle ne s'intéressait pas à la politique, etc. Mais c'était une femme de bon sens. Et elle est intervenue un certain nombre de fois, tout à fait à propos. Donc là, on a l'impression qu'elle s'est... Le fait même qu'elle soit... qu'elle n'ait pas eu de sentiment pour son fils, vraiment, que pour ses parents, elle ne soit jamais retournée, c'est quand même très étonnant. Hein. Et cette espèce d'enfermement, de narcissisme. Mais si vous lisez le récit de Ling, etc., où elle a pas mal parlé avec elle, et puis c'était une jeune fille, elle était assez... vous n'avez pas l'impression que ceux-ci se sentaient victimes, hein? Pas du tout. Non, elle est le produit d'un système.
Excusez-moi, juste une précision. Vous me disiez tout à l'heure qu'elle n'avait pas d'idée politique, de programme politique. Mais quand il s'est agi de la réforme des 100 jours, là, elle a bien pris parti quelque part. Non, c'est pas elle, c'est l'empereur. Oui, mais elle-même, elle a pris parti contre l'empereur, justement. Non, si vous voulez, elle a pris parti contre l'empereur quand elle a vu que que son pouvoir allait être supprimé. Si vous voulez, parce que elle a vu que l'empereur voulait voir Ito Hirobumi et il voulait les conseils japonais. Ito Hirobumi, c'est lui qui avait mis en place la constitution japonaise et tout le système constitutionnel japonais. Donc il était clair que l'empereur voulait agir très rapidement là-dessus, et par conséquent, s'il y avait un système constitutionnel, bon, l'empereur conservait un rôle de souverain constitutionnel, mais elle disparaissait complètement de la circulation, parce qu'on n'a pas besoin de douairière dans un système constitutionnel. Elle n'a plus le droit à savoir ce qu'il c'est, elle n'a plus les nominations, plus rien du tout. Tout au plus, peut-être une pension de retraite. Mais, donc, cette idée qu'elle n'était plus la personne qui était décisive et qui faisait la pluie et le beau temps, elle ne l'a pas supportée. Mais ça n'est pas... C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Auparavant, déjà Guangxu avait supprimé des postes pour les Mandchous, et là, elle n'a pas pipé, alors qu'elle avait dit qu'il ne faut pas toucher aux privilèges des Mandchous. Elle n'a rien dit, parce que ce n'était pas elle. S'en fichait, c'était d'autres. Bon. Mais dès que ça l'a touché, elle, alors là, elle a bougé. Mais dans toute la réforme des 100 jours, Guangxu, pour être sûr qu'elle n'allait pas mettre un frein, il allait lui expliquer. Mais il n'avait pas besoin, légalement, il n'avait pas besoin de son approbation pour émettre un édit. À ce moment-là, il était empereur en titre. C'était uniquement pour qu'elle ne demande pas à un mandarin d'envoyer un mémoire en disant que ce qui avait été proposé la veille était tout à fait contraire à la loi des ancêtres et que ça mettait en péril le trône ou la Chine. Bon. C'était uniquement ça, c'était pour empêcher qu'elle fasse de l'obstruction. Mais elle-même, pendant toute cette période, n'a jamais rien proposé. Elle n'a pas dit qu'il faudrait des écoles pour les filles ou quoi que ce soit, absolument pas. Non, c'est... bon, le système, c'était que normalement, l'empereur ne proposait pas lui-même. Il y avait un mandarin qui lui proposait des choses et après il en discutait, il le changeait, éventuellement il proposait autre chose. Mais l'empereur avait aussi la possibilité, le trône avait la possibilité de prendre l'initiative. Et puis, c'était toujours très facile de chercher un petit mandarin en lui disant « écris-moi vite une proposition sur tel sujet ». Et après ça, on disait « ah, j'ai été saisi par telle, etc., de telle proposition, c'est très très bien, allons-y ». C'était pas le cas. Elle l'a fait pour mettre par terre des gens, mais pas pour créer des choses. Vous n'êtes pas convaincu. C'est dommage pour l'image de... Non, mais je vous ai dit au début, dans les histoires générales, elle n'intervient pas. Si vous voulez, dans les histoires générales du XVIIe siècle français, on penserait, enfin, sauf peut-être Goubert, mais en général, on parle quand même de Louis XIV. Hein? Mais elle, non, on n'en parle pas. En revanche, il y a des tas de récits. Je vous pose une dernière question, madame. Quelle est une question de chartiste, pour finir? Oui. Quel est le poids des sources primaires pour comprendre, pour connaître sa biographie par rapport
où on dit, venant des sources secondaires. C'est quand même, mais c'est terrible parce que dans les sources primaires, si vous voulez, il y a beaucoup d'anecdotes du temps. Les gens, sans avoir jamais mis les pieds au palais, racontaient des tas de choses. Et on m'a dit que, etc. Donc vous avez des... Et puis c'est un genre chez les Chinois, c'est les recueils d'anecdotes ou d'histoires extraordinaires et tout. Bon. Et donc on a ça. Mais à mon avis, ce qui est le plus important, c'est les journaux personnels des hauts fonctionnaires de l'époque. Parce que, bien sûr, il y en a certains qui ont réécrit leur journal après. Mais il y en a beaucoup qui sont morts avant de savoir ce qui se passerait après. Bon. Donc c'est quand même... il y a là des éléments sur le fait, parce qu'ils avaient l'habitude, ils rentraient, ils écrivaient. Donc là, il y a quand même des éléments importants. Et alors sur la dernière période, là, le récit de Döhling, elle l'a quand même publié tout de suite, en 1900, avant la Révolution, elle l'a publié. C'est sorti à New York, les 2 ans à la Cité Interdite, avant la Révolution de 1911. Donc, elle fait l'apologie de ceci, parce que comme elle est morte, évidemment, on commence à sortir des histoires un peu noires. Mais il y a quand même dedans des choses qui sont authentiques, sûrement. Et puis d'autres où elle n'a pas regardé très à côté. Mais elle raconte aussi la manière dont sont traitées notamment les vieilles concubines dans le fond du palais, ou des cousines ou des nièces qui sont pas, que ceux-ci trouvent idiotes. Et c'est effrayant, enfin. Parce qu'il y avait dans ce palais, ils étaient 6000 dans le palais. Et il y avait toute une population, et notamment ces filles mandchoues qu'on faisait venir comme dames du palais, qui étaient là, si vous voulez, c'était une sorte d'assistance sociale, parce qu'au fond, ces filles entraient là, et à vie, elles étaient nourries, logées, pas beaucoup chauffées, mais au moins nourries, logées, habillées. Donc pour les familles, ça les déchargeait, et elles restaient là. Alors il y en avait qu'on mariait au bout d'un certain temps. Si elles plaisaient à ceux-ci les mariaient à quelqu'un, éventuellement ayant un peu d'argent, et ça allait. Mais l'univers que c'était, c'est redoutable. Voilà. Merci beaucoup.